Et sur la pièce, là, il faut que je mette le porte-avions. Voilà. Donc, bienvenue pour cette conférence qui fait partie d'un nouveau projet qu'on a, les briefings de l'AMA, sur des conférences sur plusieurs thèmes. Et le premier, le porte-avions Charles de Gaulle. Attention, il n'y a pas de fil, non, c'est bon. Si Frédéric a fait l'introduction. Bonjour à tous et à toutes dans la salle et sur les ondes. Je suis Jean-Pierre Cornan, je suis le président de l'AMA. Je vous invite au premier vol d'un prototype. C'est toujours un peu émouvant. Hein, c'est parmi les nombreuses activités de l'association, hein, pour ses membres et pour le musée. On est en train de lancer, et donc c'est la première du genre, un cycle de conférences qu'on a appelé briefing, évidemment, ça fait plus aéronautique que conférence, pour à la fois donner des informations, donner des sujets de réflexion et surtout de rêve à la fois à nos membres et à ceux qui ne le sont pas encore. Donc c'est pour ça que ces conférences sont ouvertes à tous. Sans prendre plus de temps, je vais passer la parole à Jean-Pierre Lopez qui va vous parler du Charles de Gaulle. Je pense que tout le monde connaît au moins l'existence de ce bateau. On est en train de commencer à parler sérieusement de son successeur, mais il a encore quelques belles années devant lui. Donc Jean-Pierre est un ingénieur qui a travaillé dans la délégation, enfin ce qui est maintenant la Direction Générale de l'Armement, donc l'organisme technique et d'acquisition du ministère des Armées, et il a travaillé dans le service qui s'appelait service technique à l'époque des constructions des armes navales, pour en particulier s'occuper du système de combat de ce beau bateau. Donc il est particulièrement qualifié pour vous en parler. Jean-Pierre, c'est parti. Merci. Bonjour à tous, merci pour cette présentation. Jean-Pierre, il s'appelle Jean-Pierre aussi. Hein. Voilà, je vais vous parler du porte-avions Charles de Gaulle. Hein. Le porte-avions Charles de Gaulle, comme vous le voyez, premièrement, c'est un bateau, il faut qu'il tienne la mer. Hein. C'est donc une plateforme navale avec un système de combat, c'est une arme de guerre. Hein. Le système de combat, comme vous le voyez, c'est aussi un aéroport. C'est aussi une ville de 2000 habitants avec 2 réacteurs nucléaires. Et puis pour un ingénieur, c'est un bijou de technologie. Voilà. Le Charles de Gaulle, son indicatif visuel c'est R91. Il est le porte-avions nucléaire de la marine française. C'est vraiment la pièce maîtresse. Il est le premier et unique bâtiment de combat de surface à propulsion nucléaire construit en Europe occidentale. Pendant la présentation, nous allons passer en revue la conception. On va essayer de le figer dans un calendrier, donc on verra les dates clés, comment a été exprimé le besoin opérationnel, comment ont été définies les réponses de l'industrie française sur ce projet, et les différentes études de faisabilité. Tout n'était pas acquis. Puis nous viendrons à la présentation, on passera en revue les caractéristiques générales, la vie et l'activité à bord de ce bateau, et puis on verra 2 grandes fonctions, la mise en œuvre de l'aviation et le système de combat. Et puis,
ce qui est d'actualité, hein, puisque la loi de programmation va passer au Conseil des ministres mercredi. On va parler, je vous présenterai le porte-avions nucléaire, nouvelle génération, porte-avions qui, bien sûr, devrait être lancé. Il faut débloquer beaucoup de crédits, c'est très cher, et les décisions devraient être prises cette semaine. Au niveau des dates clés, eh bien, comme vous le voyez, un porte-avions, il a ce qu'on appelle une durée d'utilité, une durée de mise en œuvre. C'est pas toute sa vie. Hein. Entre le moment où on décide de le fabriquer et une fois qu'il est fabriqué, il est admis au service actif, il se passe une quinzaine d'années en faisant la construction, les essais, etc., pour le mettre en œuvre. Et ici, vous avez les dates les premières, c'est le CLEM et le FUSH. Le CLEM et le FUSH, ils ont eu une durée de vie, le CLEM de 36 ans et le FUSH de 37 ans. Quand nous faisons la conception d'un bateau, surtout d'un porte-avions, on sait que sa durée de vie, c'est à peu près 40 ans, avec à mi-vie, on fait une hyper, et à mi-vie, on vient changer beaucoup d'équipements, tous ceux qui sont obsolètes, et on vient le rénover. Donc, le CLEM et le FUSH, ils ont eu une durée de vie de 36 et 37 ans. En 2000, on a admis au service actif le porte-avions Charles de Gaulle, PA-CDG. Le porte-avions, quand il a été admis, c'était déjà, il avait une vie depuis les premières tôles qui ont été soudées jusqu'à son admission à la service actif. J'ai commencé à travailler dans les années quasiment 2000-2005. On avait commencé à faire les premières études. On repartait d'une feuille blanche. Hein. En 2017, assez récemment, on a fait une hyper, des travaux d'entretien et surtout de modernisation. Et puis, on envisage de le faire vivre jusqu'en 2038, où on fera le retrait du porte-avions Charles de Gaulle et l'admission au service actif du porte-avions nouvelle génération. Lorsqu'on a exprimé le besoin du porte-avions, donc c'était dans les années 2000, et bien voilà comment l'état-major de la marine nous ont exprimé comment ils voyaient l'utilisation du Charles de Gaulle et comment le Charles de Gaulle était utilisé au sein d'un groupement de forces navales. Alors, le groupement de la force navale, ici, vous avez le Charles de Gaulle, dans un rayon de 50 nautiques. 50 nautiques, ça fait à peu près 80-100 km, on va multiplier par 2. Dans un rayon de 100 km, le Charles de Gaulle, il est accompagné d'une frégate anti-sous-marine, de 2 frégates anti-aériennes, d'une autre frégate anti-sous-marine pour bien se protéger dans l'environnement du Charles de Gaulle. Ici, vous avez toujours l'hélicoptère Pedro pour assurer la sécurité des pilotes, pour les appontages et les catapultages. Dessus, vous avez une chasse aérienne pour la protection de ce volume de 50 km de rayon. Devant, vous avez un sous-marin nucléaire d'attaque, toujours pour la surveillance ASM. La surveillance anti-sous-marine, elle est importante parce qu'elle est assez difficile à réaliser. Et pour la surveillance aérienne, on a le guet aérien avec un radar qui fait 500 km de rayon et qui couvre quasiment toute la France. Voilà. Les éléments importants dans cet ensemble, dans ce groupement, ils ont des liaisons avec des liaisons satellitaires pour être en relation avec les autorités parisiennes. Donc aujourd'hui, la nouveauté aussi, hein, c'est que l'homme politique, il veut absolument être au courant en temps réel de tout ce qui se passe sur la zone de conflit. Et puis derrière, vous avez des bâtiments logistiques hein, qui assurent, s'il y a le conflit dure très longtemps, hein, il faut alimenter et venir apporter des échanges, on verra, il y a des bâtiments logistiques. Hein. Donc voilà comment est composé
le groupe, ça s'appelle le GAN, le groupe aéronaval. C'est bon. Lorsqu'on exprime un besoin opérationnel, c'est du texte, et c'est exprimé de la façon suivante. Engagement aux côtés de l'OTAN en cas de crise ou de conflit généralisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le porte-avions ne sera pas en première ligne, il sera en deuxième ligne. Les Américains ont des bâtiments de 100 000 tonnes, c'est très très imposant. Le nôtre, il fait 40 000 tonnes, il est en deuxième ligne. Donc on avait à concevoir un bateau qui serait en deuxième ligne, mais qui assurerait les actions de rétorsion pour protéger nos intérêts, des actions d'assistance rapide à un pays lié à des accords de défense, et dans tous les points du globe, dans des délais plus brefs, en situation de paix, de crise ou de guerre. À ces besoins opérationnels, on s'est réunis avec les différents industriels et on a proposé des grands arbitrages. Ces grands arbitrages, ce sont une propulsion nucléaire avec 2 chaufferies, des installations d'aviation redimensionnées, le contrôle actif des mouvements de plateforme. Alors c'est quoi ce problème-là? C'est que les Américains veulent faire la guerre par mer force 6, 5 à 6. Par mer force 5 à 6, les mouvements de mer sont très importants et la plateforme, elle bouge beaucoup. Et pour faire des activités, faire décoller les avions et les faire atterrir, c'est pas simple. Et il faut, si on veut faire la guerre par mer force 5 à 6, il faut réduire ces mouvements de plateforme pour pouvoir continuer à avoir une activité aérienne. Et puis avoir un système de combat et de communication fortement intégré. Pourquoi? Parce que la menace est toujours de plus en plus importante. Aujourd'hui, il faut se couvrir sur des menaces de missiles qui vont à Mach 3 avec des évolutions de 15 G d'accélération latérale. Et ça demande énormément de performance au niveau de ces systèmes intégrés pour faire de la lutte anti-aérienne. Avec ces grands équilibres, on a dit à l'état-major, eh bien voilà toutes les capacités qu'on va pouvoir avoir, c'est-à-dire une capacité d'accueil de 40 aéronefs catapultables pour pouvoir apporter 100 vols par jour pendant 7 jours de conflit, le lancement et la réception d'avions de combat de la classe de 20 à 25 tonnes, jour et nuit, et par mer force 5 à 6, dans des conditions très pires. La gestion des mouvements de plateforme, parce qu'avec un 40 000 tonnes, on ne peut pas assurer ces performances par mer forte, une autonomie de vivre de 45 jours pour 2000 personnes, et une autodéfense avec une capacité antimissile. Voilà les besoins industriels vers lesquels on va tendre. Tous ces besoins industriels, ils n'avaient pas, ce n'était pas sûr qu'on puisse les réaliser parce qu'on n'avait fait jamais d'études approfondies. Et comme dans la construction navale, ce n'est pas comme dans le domaine de l'automobile. Dans le domaine de l'automobile, on fait des évolutions progressives, on fait une série, après une autre série, puis une autre amélioration, etc. Là, les acceptations se font directement et les admissions se font directement sur le porte-avions et on n'en a qu'un et il n'y a pas de pré-série. Alors pour cela, on a des plateformes d'études. Alors sur ces plateformes, on fait des études, ensuite on fait de l'intégration, des évaluations et des essais. Et par exemple ici à Saint-Mandrier, on a construit sur les bords de la mer un mât de pavillon et des fixes, et puis on vient mesurer à la hauteur, on essaie d'avoir les hauteurs sur le porte-avions, on met l'équipement qui est là, et on vient mesurer comment on reçoit le flotteur de mer, comment on reçoit lorsqu'on a des coopérations avec les avions, comment on reçoit la situation, et on vient perfectionner la liaison, la réception du radar et le traitement de l'information qui se trouve ici, en dessous, avec tous les ingénieurs. Donc on a ici des plateformes, c'est vrai pour un radar, mais c'est vrai pour les communications, et c'est vrai aussi pour la cohabitation de tous les équipements pour gérer l'ensemble des gènes sur les équipements. C'est vrai.
Voici le Charles de Gaulle, hein, lorsqu'il est en mer, il est très joli. La longueur 261 mètres, largeur 64 mètres. Il se déplace, il fait 40 000 tonnes. La capacité d'emport, elle est de 35 à 42. Et 49, hein, c'est des 40 aéronefs, pardon, hein, des avions. La vitesse maximum, 27 nœuds, aux alentours de 50 km. Il a fallu 10 000 plans pour la définir. Plus de 1000 entreprises ont travaillé à l'élaboration de ce monstre. 1200 km de câbles, 300 km de tuyauterie, 200 000 matériels qui vont venir composer l'ensemble du porte-avions. Où se trouvent ces différents équipements? Eh bien, comme dans tous les bateaux de la Marine nationale, hein, ce qui est lourd, eh bien, on l'installe vers le bas, et ce qui est léger, les zones de vie, ben, c'est le plus long. Dans le bas, on va trouver la propulsion, hein, toute cette partie-là, qui sont les endroits les plus lourds, les soutes à combustible, en bleu, les munitions, ça fait sur un porte-avions, les usines électriques, etc. Suivant. L'équipage, comment est la vie à bord? Alors la vie à bord, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des officiers mariniers, des quartiers-maîtres et marins, et ben voilà, c'est le profil du personnel militaire. Parmi eux, ben, ils sont divisés. Hein. Il y aura l'équipage du bord de 1200 personnes. Ce sont des personnes qui sont affectées au porte-avions. Le groupe aérien qui, lui, lorsqu'il y a une mission quelque part, on embarque le groupe aérien qui est composé de 610 personnes, un état-major, puisque le Charles de Gaulle assure aussi bien l'état-major du bâtiment que l'état-major du GAN, du groupe aérien aéronaval. Grande nouveauté, et c'est une première, il y a 120 femmes qui ont embarqué sur le Charles de Gaulle, ce qui ne se faisait pas avant, hein, on n'avait pas de personnel à bord féminin. Hein, grande nouveauté. Hein. Ça porte malheur. Que trouve-t-on à bord? Eh bien, on va trouver des cafétérias, il y en a 4, un carré, 4 carrés, les carrés d'officiers, de sous-officiers, etc. Les salles de distraction, la salle de sport, un salon de coiffure, de la lingerie, avec 10 machines, hein, mais avec un règlement, c'est-à-dire qu'il faut apporter ses affaires avant 14 heures pour qu'elles soient lavées le soir. Hein. Il y a 34 cuisiniers qui travaillent dans 3 cuisines et qui servent 4000 repas par jour avec un personnel de 100 personnes. La capacité de stockage, c'est 300 tonnes de vivres pour une autonomie de 45 jours, dans 500 mètres de frigo. 530 kg de pain consommé par jour, 3,2 tonnes de produits frais par jour. Hein. Au niveau hospitalier, alors là c'est important, parce qu'on est dans un porte-avions qui fonctionne 24 heures sur 24, et ce sont des endroits qui sont très fréquentés. Les locaux hospitaliers sont divisés en 3 secteurs. Le secteur infirmerie, qui comprend un laboratoire, un cabinet dentaire, bien sûr les salles de soins, et la radiologie. Au niveau chirurgical, on opère en orthopédie et en viscéral. Bien sûr, il y a aussi du traitement pour les grands brûlés. Et puis, en salle d'opération... Ah, pardon. C'est pour les YouTube. Tout le monde m'entendait bien? Oui. Ça va, je continue. Et puis, dans le secteur hospitalisation, la salle des alités et surtout le spectro, alors j'ai marqué là, spectrodiamétrie, qui est un appareil nouveau permettant de suivre la situation radiologique du personnel. Donc, on vérifie comment évolue cette situation pour la santé de toutes les personnes qui fréquentent ce bâtiment.
La vie à bord toujours, l'heure qu'on a, eh bien c'est l'heure Zoulou, et l'heure Zoulou c'est l'heure du faisceau, plus 1 heure en hiver ou 2 heures en été. Le jour, on a la lumière du jour, mais on est très peu dehors. Quasiment tout le monde est en train de travailler ou de se reposer. La nuit, eh ben, on allume la lumière rouge. Le ravitaillement, quand il a lieu, il a une durée de 3 à 4 heures. Voilà, le bâtiment qui est bien ravitaillé et récupérer les affaires. Et une autonomie de 7 à 10 jours. Donc on débarque les affaires. Au niveau des déchets, il y a 7 tonnes de déchets et ils sont très compactés. Donc on est à bord du Charles de Gaulle, des broyeurs, des bois, des plastiques, des cartons, tout ça est très très oppressé. Et surtout, on ne met jamais d'alimentation à la mer pour éviter la présence des oiseaux et qui permettrait de nous faire repérer. Donc pour ne pas être repéré, on ne met surtout pas d'alimentation à l'eau. Les postes de sécurité, ils emploient énormément de gens. On fait beaucoup de sécurité à bord. La sécurité, au PC sécurité, on va s'occuper de l'incendie, de l'eau et de la prévention nucléaire. En ce qui concerne l'incendie, on a des entraînements réguliers du personnel. Alors, à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, on envoie une alerte et tout le monde passe au poste incendie. C'est très, très très lourd à gérer. Au niveau de l'eau, il y a 55 locaux équipés de détecteurs de voies d'eau. Et bien sûr, il faut gérer aussi les cloisons étanches. Au niveau de la prévention nucléaire, il y a 51 rondes par jour. Il faut vérifier tous les systèmes pour voir cette protection. L'intervention nucléaire, quand elle a lieu, c'est une brigade de 130 personnes spécialisées, dont 6 EMEC. Alors, EMEC, c'est l'électromécanicien de sécurité. Ils sont parés à intervenir 24 heures sur 24 au poste de sécurité. Dans la salle de contrôle nucléaire, il s'effectue la veille des paramètres des 2 nouveaux réacteurs. Il y a eu l'ITER en 2017, là, et on a changé les 2 réacteurs, on a des nouvelles piles, et dans cette salle de contrôle nucléaire, eh bien, on vient vérifier l'ensemble de tous ces paramètres de bon fonctionnement. Ils fournissent ces nouveaux cœurs, ils fournissent la vapeur aux turbines pour les 2 hélices, les 2 catapultes, l'électricité, l'eau potable. On consomme 520 tonnes d'eau potable par jour et les groupes électrogènes en secours. Et depuis que nous n'avons plus le super étendard modernisé, l'atelier, on a récupéré l'espace et on a mis un atelier moteur qui comprend 24 techniciens. On fait de la réparation de 3 moteurs M88 en parallèle. Et on a une maintenance intégrée, c'est-à-dire qu'on a facilité la recherche des pannes sur les avions. Les avions comme le Rafale, ce sont des avions qui ont une très très grande complexité. Et la maintenance, il faut des techniciens super pour pouvoir réparer rapidement et remettre à jour les avions. Autre poste important, c'est le service météo et océanographique, équipé de télémètres pour mesurer la hauteur et l'extension des nuages, la récupération des données météo pour pouvoir les rediffuser, et bien sûr, leur rôle, c'est toujours de positionner le porte-avions au meilleur endroit, c'est-à-dire dans les meilleures conditions de vent et d'état de mer, pour éventuellement avoir des activités de catapultage ou d'appontage. Et toujours avoir une bonne connaissance des terrains d'aviation pour dégager en cas de problème, surtout à l'appontage. Les entraînements, ils sont obligatoires, surtout pour les pilotes. Il faut sans arrêt s'entraîner à être catapulté et à apponter. 33 pilotes à bord sont formés et qualifiés jour et nuit, et qualifiés sur plusieurs avions. L'entraînement avec les nouveaux matériels, alors dans les nouveaux matériels, les nouveaux systèmes, il y a l'hélicoptère, le NH90, qui est polyvalent, avec 3 heures d'autonomie, et il faut s'entraîner pour la lutte anti-sous-marine,
la lutte anti-surface, et puis en plus tous les mouvements de logistique. On peut même transporter des charges importantes comme un moteur de Rafale. Et puis autre activité, lorsqu'on fait des mouvements de munitions à bord, il faut arrêter pas mal de contrôle, il faut ce qu'on appelle contrôle des émissions électromagnétiques à bord pour éviter les incidents, parce que il y a, si vous vous souvenez, quand il y avait eu l'incident du Forestal, eh bien c'est un missile qui se trouvait sous l'aile de l'avion, et dans cet environnement, un espace électromagnétique avait mis en route le missile qui était venu intercepter l'avion qui allait devant lui, qui allait décoller. Cet avion qui était plein de kérosène, c'était l'accident, la kérosène s'est répartie partout, et il y a eu un grand nombre de blessés, de morts sur l'incendie du Forestal. On va passer en revue maintenant les différents avions qui équipent le porte-avions. Et parmi ces avions, le Rafale, qui est un biréacteur supersonique, sa grande fonction, c'est bien sûr être ultra polyvalent. On veut des bons moteurs, un bon support et quelque chose qui fasse l'ensemble de toutes les missions pour pouvoir n'avoir qu'un seul avion à bord, parce que c'est précieux. Quand on a plusieurs tonnes de matériel, c'est pas facile. Alors c'est un biréacteur supersonique, une autonomie de 400 nautiques, il est ravitaillable en vol. Les radars, c'est un balayage électronique avec une guerre électronique très sophistiquée, brouillage, l'orage, bien sûr les détections des émissions. L'armement, c'est un canon 30 mm avec des missiles Mika infrarouge et électromagnétiques. Bombe guidée laser, le SCALP, c'est un missile de croisière. Les missiles ASMPA, qui sont des missiles à la charge nucléaire, et la race SF. Au niveau des missions polyvalentes, c'est l'escorte de strike, l'escorte de... Oui. D'accord. On me dit, on me prévient que je suis trop bavard. En ce qui concerne donc les strikes, moyenne altitude, l'assaut de la force à la mer, c'est-à-dire c'est une demande de l'état-major de pouvoir, cet avion doit assurer l'assaut des forces à la mer. La formation, bien sûr, on a 5 pilotes de chasse par an, bien sûr, dans cette formation. Les standards, c'est un appareil qui est sans cesse en évolution et en amélioration. Aujourd'hui, les standards, il est au standard F3 qui est en activité, le standard F4 qui a été qualifié et le standard F5 qui est à venir. Suivant. Autre avion à bord, c'est le Hawkeye 2C, un avion de guet aérien embarqué qui est le seul au monde. C'est un appareil extraordinaire, c'est une chance de l'avoir. Un bi-turbopropulseur les hélices de 4 mètres, une autonomie qui est utilisée de 4 à 6 heures. Le radar, c'est un radar de radeau, 500 km de rayon, ça couvre quasiment la France, mais quand on est là-haut, à une altitude aux alentours de 11 km, eh bien, on a une surveillance de la zone extrêmement précieuse. La détection, il fait de la détection du pistage air et surface, et il communique ces informations. On a des liaisons de données, la liaison 11, la liaison 16, et on utilise ces liaisons comme FreeSatcom ou autres moyens de communication longue portée. Les missions principales, c'est la défense aérienne de la force navale. Bien sûr, il est en mer, il couvre toute la force navale, et le guidage des avions. Et bien sûr, la tenue secondaire, c'est la tenue de situation de surface. Un autre hélicoptère, le Dauphin, qui est un biturbine, tout le temps, une autonomie d'1h30, et sa mission principale, c'est le sauvetage des pilotes du porte-avions et le sauvetage des naufragés. On a des missions secondaires qui sont les liaisons de la force navale. Hélicoptère léger. Suivant. Un hélicoptère lourd, un biturbine, tout le temps. Il est venu remplacer le Super Frelon qui équipait avant le Charles de Gaulle. C'est un hélicoptère qui est
pour des transferts logistiques, hein, des charges lourdes, et le sauvetage de combat des naufragés, hein, ça va pas mal de missions. Où sont situées les installations Avia? Alors, qu'est-ce qu'on appelle les installations Avia? Alors, d'abord, c'est le pont d'Envol, qui se trouve ici, le pont d'Envol, et le hangar, qui se trouve juste en dessous du pont d'Envol. Dessus, il y a 2 catapultes de 75 mètres, qu'on voit ici, 1 et 2, 75 mètres, un avion par minute et par catapulte. Donc, ça doit aller vite hein, quand il faut décoller. Hein. Il y a bien sûr des monte-charges qui permettent de monter les munitions qui sont en bas et les monter sur le pont d'envol. La capacité des munitions, elle est 5000 m3, c'est très important. On a 2 ascenseurs de 36 tonnes en 15 secondes, c'est-à-dire que les avions qui sont stockés dans le hangar, on les monte par ces 2 ascenseurs-là, et en 15 secondes, ils sont sur le pont ici, et ici, on a du matériel qui vient les déplacer de manière très facile. On a les 3 brins d'arrêt, les brins hydrauliques, qui vont venir freiner les avions, et au cas de pépin, on a une barrière d'urgence hein, qui se déclenche par ici. Ici, vous avez un petit poste qui n'est pas très bien dessiné, où sont logés les officiers d'appontage. Les officiers d'appontage, ce sont eux qui vont guider les pilotes qui sont en train d'apponter et qui vont les guider pour récupérer les informations de l'optique d'appontage qui est là. Et je vous expliquerai tout à l'heure comment cela se passe. La petite Adèle est attendue à l'accueil. La petite Adèle est attendue à l'accueil. Merci. Alors, le pont d'envol, il fait 12 000 m², le hangar, il fait 4600 m², et ces 2 endroits, c'est le poumon du porte-avions. Hein. 300 techniciens jour et nuit, 90% des rafales sont prêts à décoller. La piste oblique, elle fait 200 mètres. Ici, c'est le PC du pont d'envol pour toute la sécurité, il faut 10 gens. Hein. Le hangar, les ateliers aéronautiques sont situés bien sûr dans le hangar, en dessous. Les munitions d'Avia, le changement de configuration des avions s'effectue vers le bas et on remonte l'avion totalement prêt à l'emploi. Et puis, tous les matins, tous les matins, on fait la vérification du pont d'envol et ça s'appelle la cueillette. Alors, tous les matins, eh bien, tout le personnel du porte-avions, enfin pas tous, hein, mais une bonne partie, eh bien, ils passent au petit pas, comme ça, en vérifiant et qu'il n'y a rien sur la plateforme, sur le pont d'envol. Suivant. Alors, comme je vous l'expliquais, vouloir faire comme les Américains, c'est-à-dire sortir par Air Force 5 à 6, eh bien, avec un 40 000 tonnes, c'était pas possible. Et on ne pouvait pas assurer de pouvoir faire des appontages et des catapultages. Et pour cela, il fallait stabiliser la plateforme. Et le système, les Américains ne croyaient pas que nous y arriverions. Il a fallu faire bien sûr des essais, faire des prototypes, et on a réussi sur le Charles de Gaulle à mettre le système SATRAP, qui lui va réduire le roulis, le lacet et les embarquer. Comment on fait? Eh bien, le système SATRAP est composé des appareils de compensation de JIT. Ce sont juste sous le pont d'envol, on a des mass-slots, et ces mass-slots, on vient gérer par ordinateur, on vient les déplacer pour compenser le gîte et quasiment l'annuler. Et on a donc l'appareil de compensation de gîte, ici et ici, et on a un deuxième appareil qui est l'appareil de stabilisation qui va utiliser les safrans et l'appareil à gouverner pour aussi réduire le roulis et le tangage. Les Américains appontent sur le Charles de Gaulle d'une manière remarquable. Donc ils sont très très satisfaits et on a même des résultats qui sont quasiment meilleurs que sur le 100 000 tonnes.
cet avion, comment sont utilisés ces avions, comment se passe toute cette chaîne. Et voilà ici une chaîne fonctionnelle aviation. Les demandes de l'état-major, ce sont les hommes politiques qui, eux, décident à très très haut niveau quelles sont les missions qu'il faut mener. Ces ordres de mission, ils arrivent au PC-Vol. Et au PC-Vol, voilà, ce sont des experts qui sont là et qui analysent la demande de l'état-major pour savoir comment les traiter. Et le résultat de ces cogitations se traduit sur un document qui s'appelle le planopère. Tous les soirs, à 21h, le planopère il est sorti et il indique comment va se passer la mission. Le détail, les détails, etc. Ce sont des gens qui, bien souvent, ont déjà une connaissance, ils ont déjà fait, c'est des vieux professionnels qui connaissent bien tout ce qui est nécessaire et qui savent donner les directives en élaborant le planopère. Le matin, on a la préparation de la mission et on commence par la préparation du vol en fonction des informations qu'on a récupérées du PC-Vol. Un officier d'information va guider les recherches, c'est-à-dire qu'on a différents logiciels pour consulter les bases de données, SLPRM, Commerce, GSVol, et on vient rechercher tous les sites, toutes les émissions qu'on peut retrouver sur le site, tout ce qui peut être une menace, et pour que le pilote en soit informé. Et donc on prépare le vol, on prépare les avions en dessous, donc il y a une équipe qui est chargée de mettre les bonnes munitions, comme ce qui a été demandé par l'état-major, qui vient faire les pleins de kérosène pour assurer la mission. On vient faire, au niveau des installations, faire l'ensemble des vérifications, comme on a vu, la cueillette, regarder comment est le miroir, le tapontage, regarder si tous les appareils marchent bien pour pouvoir assurer les missions. Et on va préparer le pilote. Et le pilote qui est ici, il va récupérer dans un premier temps les informations que l'officier de renseignement a récupérées pour lui communiquer. Il va ensuite mettre sa combinaison sa première combinaison d'étanchéité, sa combinaison anti-jet, et il va continuer à mettre ses différentes genouillères, etc. Ensuite, il va aller au débriefing du leader. Le leader va lui indiquer comment utiliser les émissions bord et quel va être, dans la flottille, quel va être le rôle de ce pilote. Et puis, une fois qu'il est habillé, qu'il a tout ça, il va regagner son avion. Il vérifie que tout ce qu'on lui a donné comme information, que l'avion est en bon état pour être monté, il fait le tour de l'avion, et il prend son poste sur le pilotage, et quand il est prêt, il prévient le chien jaune qu'il est prêt à décoller. Donc on met l'avion sur la catapulte. Quand le chien jaune appuie et donne l'ordre de décoller, la catapulte va partir à l'avant, et le pilote, en même temps, il met plein gaz de son moteur pour atterrir au bout de 70 mètres à 250 km/h et subit une accélération de 6 G. La catapulte s'arrête en 3 mètres. Voilà une situation qui est, au niveau mécanique et tout ça, c'est extraordinaire. Donc, le catapultage. Pardon, ça t'est trop vite. Le catapultage, le pilote, il s'en va. Il va exécuter sa mission. Alors c'est une mission toujours délicate. Il faut des fois aller loin, c'est fatigant, c'est dangereux. Il met sa vie en danger, bien souvent. Et puis il revient, fatigué, et il va tenter d'apponter et ensuite faire des débriefings. L'appontage, c'est une opération qui est très délicate pour le pilote et très dangereuse. Voilà. Quand on rentre d'avoir exécuté sa mission, on arrive toujours par tribord arrière. Donc on est à tribord arrière, voilà, on fait le tour du porte-avions par devant, on le contourne, on montre bien à l'officier d'appontage que je vous expliquais, on a sorti la crosse, et on va se positionner
sur la piste oblique. L'appareil qui est important, c'est l'optique d'appontage. Et on va demander au pilote de bien être dans l'optique d'appontage, dans la bonne pente, pour pouvoir apponter. Suivant. Alors ici, voilà les officiers d'appontage qui sont des vieux pilotes bien habitués et qui ont d'énormes responsabilités parce qu'ils vont prendre le commandement du pilote. Ici, vous avez les appareils qui remontent toute l'information aux officiers d'appontage, les informations radar, les informations des conduites de tir, et bien sûr l'optique d'appontage. Toutes les informations sont réunies devant leurs yeux. Ils sont ici, là, pour le moment, en attente de l'arrivée de l'avion. L'avion, il arrive, il va commencer à s'approcher, et là, pendant quelques secondes, quand le pilote va dire miroir, c'est-à-dire quand le pilote a vu le miroir, eh bien, c'est l'officier d'appontage qui se trouve ici, hein, et qui va commander le pilote, et il faut qu'il obéisse sans état d'âme, hein, c'est-à-dire que si on lui demande de descendre, de remonter, etc., il obéit à l'aveuglette. Hein. Voilà. Et bien sûr que tout se passe bien. Tu vas trop vite. J'ai été trop vite. Après, eh bien, de la chaîne fonctionnelle, le pilote, il descend de son appareil, et très vite, c'est le débriefing. Le débriefing, le premier, c'est un débriefing oral qu'il fait devant les autorités. Ensuite, il va faire un débriefing devant les caméras. Il est enregistré. Son débriefing, il sera diffusé aux différents responsables de la mission. Hein. Et ensuite, il a un débriefing avec ses différents collègues de la flottille. Ils ont un langage un peu particulier. Hein. C'est avec des signes. Ils disent comment ils sont intervenus sur le site, etc. Et puis, le dernier briefing, c'est devant l'officier d'appontage. Alors, l'officier d'appontage, il ne laisse passer aucune erreur. Hein. Que ce soit un colonel ou que ce soit un général, c'est lui qui commande et c'est lui qui dit à tel endroit tu m'obéis, tu n'as pas obéi, etc. Et ce débriefing-là, tout le monde le craint un peu, mais il y va de la sécurité du bord, il y va de la sécurité du pilote aussi. Voilà. Et là, c'est un débriefing, c'est le pilote qui explique comment il a fait. La suivante. On va passer maintenant au système de combat. Le système de combat, eh bien, quand on voit le porte-avions, il y a, avant d'arriver au porte-avions, il y a les avions du porte-avions qui sont en dehors. Les avions du porte-avions, ils assurent la détection avec le radar de guet, le E2C, plus les radars du porte-avions. Ils assurent la destruction des porteurs de surface par des avions d'assaut chargés avec des bombes, et puis des avions de chasse Rafale. Il y a l'escorte du porte-avions. Ce sont toutes les frégates qui sont autour de lui, les frégates antiaériennes, frégates ASN, et tous les hélicoptères qui servent à la lutte anti-surface, les missiles et les torpilles, etc. Donc l'armement de la force de l'escorte du porte-avions. Il y a ensuite l'autodéfense du porte-avions, hein, l'autodéfense anti-missile, anti-aérienne, anti-sous-marine, et puis toute la guerre électronique. Voilà. Tout ça est assuré, coordonné par le système de combat du Charles de Gaulle. Et puis il y a un certain nombre de précautions qui ont été conçues dès la conception du bateau. C'est la réduction des signatures, c'est-à-dire on ne sort pas des fumées, on ne sort pas de points chauds, on n'a pas de bruit, tous les bruits sont très atténués, la signature radar elle est la plus faible possible, et au niveau de la vulnérabilité, protection contre les missiles, les torpilles, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier, et on essaie, si on a un courbut à bâbord, le réseau il est sur tribord, il est sur les deux côtés, on a un certain nombre de précautions pour augmenter la survie du porte-avions.
Les fonctions assurées par le système de combat, c'est bien sûr la préparation de l'action. On va chercher tous les documents nécessaires pour assurer l'action par un système qui s'appelle aide-commer. On va conduire l'action, c'est-à-dire avoir une très bonne tenue de situation, savoir où sont nos amis, où sont les ennemis, et bien sûr les évaluer. Un bon système de communication, extérieure et intérieure, la mise en œuvre de l'aviation, qu'on vient de voir, et puis un système de gestion des émissions, c'est-à-dire que les amiraux sont très attentifs à ce qu'on n'émette pas dans certaines bandes de fréquences, etc. Voilà ce qu'est le système de combat. Le système de combat utilise des informations qui circulent sur tout le bâtiment, qui sont des informations de heure, fréquence, de navigation, d'environnement, de la phonie, de la télévision opérationnelle, de l'affichage. Quand on veut faire passer des messages, on utilise le système d'affichage et tout le monde est averti. Ce sont des informations qui n'ont pas de contrainte temps réel. Ensuite, on a le système de défense et de commandement. Dans ce système de défense et de commandement, on va avoir tous les senseurs, alors c'est les radars, la guerre électronique, voilà, tous les senseurs, infrarouge, radar, qui communiquent avec le CENIT où il y a tous les calculateurs, les consoles, les réseaux, pour élaborer la tenue de situation locale. La tenue de situation locale bord, c'est on récupère toutes les informations du bord. Les liaisons de données, la liaison 16 et la liaison 11, permettent de récupérer les informations qui viennent de ces deux liaisons, qui peuvent être transmises aussi par les cailles. Et on a la tenue de situation externe. Le CENIT, ensuite, va faire le rapprochement entre ces deux situations, les corrélations et les conflits d'identification. Pour cela, on a des opérateurs qui sont dans le central d'opération, qui, eux, vont, avec les différentes règles, vont venir éventuellement solutionner certains conflits qu'il peut y avoir entre les informations. Quand les menaces sont importantes, on les évalue menaçantes et on vient coordonner les moyens pour riposter. Voilà ce qu'est le système de combat du Charles de Gaulle. Je pourrais revenir sur des questions que vous avez là. Suivant. Au niveau des localisations des équipements, on a en couleur verte les radars. Alors, les radars, on fait des radars longue portée, par exemple ici, la veille lointaine. Ce sont des radars en bordel qui permettent d'aller chercher d'informations à plus de 200 km. Mais on a des radars courte portée, le V15 par exemple, moyenne portée. Et puis, on a des radars, ce sont des radars 2D pour azimut distance. Et puis, on a des radars à balayage électronique 3D, azimut distance site, qui, bien sûr, sont beaucoup plus précis. Tous ces radars sont complémentaires, et puis les radars de navigation, tous ces radars sont complémentaires pour apporter une amélioration de la tenue de situation. On a de la veille infrarouge qui, elle est extrêmement précise, elle est de courte portée, aux alentours de 10-15 km. On n'a que des informations site distant, azimut site, mais très 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 précis. On a des instruments de la veille de guerre électronique, alors qui, elles, par contre, ne sont pas précis, surtout la veille sur les bandes radio. Sur les bandes radar, c'est un peu plus précis, mais on sait reconnaître, ça aide énormément à l'identification, puisque en fonction des caractéristiques des émissions que l'on reçoit, on sait reconnaître l'émetteur, et si on sait reconnaître l'émetteur, on sait reconnaître s'il est ami ou ennemi. Voilà, et puis ensuite, les armes en orange. Alors, les armes, l'arme principale, bien sûr, sur un porte-avions, c'est lui. Lui, qui est équipé de deux systèmes, les missiles à SR-15 et puis le radar Arabelle qui est ici. Alors le radar, c'est un radar tournant
à balayage électronique, hein, et avec une dépolarisation, il balaie sur plus ou moins 45 degrés. Ce sont des instruments extrêmement performants. Hein. Suivant. Qu'est-ce que c'est que la liaison 11 et la liaison 16? Eh bien, ici, vous avez le porte-avions, ici. Et ce porte-avions peut récupérer l'ensemble de toutes ces informations. Ça peut être des avions, ça peut être des bateaux, ça peut être des émetteurs sur la Terre. Tout ça, ça communique sur une liaison. Ce sont des liaisons américaines, OTAN, pour l'américaine, OTAN. Et on communique et on reçoit des informations de tout cet espace. Et ce n'est plus une surface de 50 ou 60 km, hein, c'est quasiment 1000 km, hein, c'est un espace important. Les informations, on les récupère sur le Charles de Gaulle, et le Charles de Gaulle peut, si ça intéresse le GAN, les redistribuer aux différents, en liaison 11, aux différentes unités du GAN. Suivant. Voilà ici, au niveau du Charles de Gaulle, les locaux de commandement. Le local principal, c'est le central opération. Dans le central opération, vous avez les différentes consoles qui sont reliées chacune à un équipement avec un responsable. Le responsable gère chaque équipement, donc chaque équipement sont reliés. La compilation de tous ces équipements sont sur des officiers plus importants ici qui vont gérer les différentes missions et les commandements. Ici, on a des consoles du centre de contrôle d'approche, l'approche pour les appontages et les catapultages. Ici, le PC bord, le PC opérationnel bord, et ici, le PC opérationnel de la force navale. Suivant. Je vais vous aborder le porte-avions nouvelle génération. Alors, ce porte-avions, il doit être présenté au Conseil des ministres mardi ou mercredi, là, je crois. Et qu'en est-il aujourd'hui vers quelle idée on converge? Alors, la propulsion nucléaire, il paraît que ça serait acté. On fait au niveau civil énormément d'efforts sur la propulsion nucléaire. Et bien sûr que la Framatome, qui est l'industriel pour la partie militaire, eh bien, tout ça c'est déjà acté. Et on va passer de 2 réacteurs K15, c'est-à-dire 150 MW, on va passer à 2 réacteurs de 220 MW. Et cette puissance qui est en hausse, elle est dictée par la taille. On passe à 280 mètres au lieu de 261 mètres pour le Charles de Gaulle. Et le tonnage, il passe de 40 000 tonnes à 70 000 tonnes. Et puis on aura, c'est surtout là qui est important, ça dimensionne le bâtiment, de nouveaux systèmes électromagnétiques américains pour les catapultes. Donc on arrête notre système actuel pour passer à des systèmes électromagnétiques. C'est vrai pour le catapultage et pour la récupération, le système AAG américain aussi. Ces systèmes sont basés, alors là ça devient très compliqué, hein. C'est des systèmes qui sont basés sur des turbines qui absorbent l'énergie et sont couplés à des moteurs à induction. Très compliqué. Le groupe aérien, il aura 30 à 40 aéronefs, dont les Rafales marines, 3 avions de guet, les E-2D. Aujourd'hui, on utilise des E-2C. La version navalisée du nouvel avion européen, le NGF, le New Generation Fighter, de 35 tonnes. Donc on passe d'une 20 à 30 tonnes à 35 tonnes, et puis des drones. La volonté du gouvernement, elle est accrue de poursuivre les interopérabilités avec le porte-avions américain européen. Bonjour. Avec le porte-avions américain, et puis surtout les nouveaux F-35C. Donc on devrait, mercredi ou jeudi, avoir une connaissance du calendrier. La première sortie, j'ai cru comprendre qu'elle est envisagée en 35-36, mais là il y aurait peut-être un recul après les essais et il faudrait compter de 2 ans, 2038 ou 2040. Voilà. Et j'ai terminé ma présentation. J'avais préparé un certain nombre de feuilles que je n'ai pas utilisées.
Et je vais vous dire un petit mot final, hein, en modernisant les éléments qui constituent le GAN, c'est-à-dire le porte-avions nouvelle génération, les FREMM, les frégates FREMM, le Barracuda, les Rafales, etc. On garde toute la pertinence du GAN, sa puissance de feu adaptée aux menaces actuelles. C'est important. Le porte-avions, il est admiré par les Américains grâce à son concentré de technologie et à la mise en œuvre effectuée par la Marine nationale. L'outil, il est très bien, mais les gens qui l'utilisent, eh ben, ils sont formidables. Il constitue un instrument privilégié de projection de puissance et il permet largement au GAN de rester un outil de premier ordre, de maîtriser l'espace aérien et maritime et d'assurer la défense de la France. Voilà, j'ai terminé ma présentation. On connaît le nom du futur. Je réponds à toutes les questions. Sauf celle-là, parce que tu l'as pas. Le nom du futur. Là, Le nom du futur. le nom? Alors le nom, il n'est pas encore donné. Hein. D'ordinaire, on attend que la première tôle commence à découper, mais il se peut arriver n'importe quand. Hein. Ouais, ouais. Le plus dur, certainement, c'est de trouver l'homme politique qui prendra le nom. Hein. C'est pas... Combien de porte-avions opérationnels on a en ce moment dans le monde? Première question. Et deuxième question, comment on peut parler d'expérience des ingénieurs quand on fait un porte-avions tous les 40 ans, même avec tous les ingénieurs qui ont travaillé à la construction du porte-avions Charles de Gaulle, Ils sont plus là. ils sont actuellement à la retraite. D'accord, première réponse. Combien y a-t-il de porte-avions? Alors, ce n'est pas une réponse facile, parce qu'on ne connaît pas la production chinoise. Les Chinois travaillent comme des fourmis, de manière discrète, et on sait qu'ils produisent beaucoup de porte-avions, et des porte-avions de très gros tonnage aussi, et on est bluffé par le peu de temps qu'ils mettent à les sortir. J'ai entendu ce matin que vous en avez dit. Oui. Alors, les Chinois, on ne connaît pas la quantité de porte-avions qu'ils ont exactement. Et en plus, ils ont une politique vis-à-vis de Taïwan qui est quand même compliquée et qui risque à tout moment d'exploser. Hein. Ça, c'est pas des porte-avions au champ de Gaulle. Voilà. Combien y en a-t-il? Les Anglais, ils en ont 0 et ils vont en porter à 2. Qui n'auront pas produit. Ils seront produits. Qui sont programmés. Oui, ils auront produit eux-mêmes. Oui, eux-mêmes. Ils n'ont pas acheté Non. Les Anglais, aux Chinois. c'est les maîtres. Ils ont toujours produit leurs porte-avions eux-mêmes, et avant qu'on ait le Clem et le Foch, on achetait des porte-avions aux Anglais. Donc on a acquis notre expérience grâce aussi aux Anglais et aux Américains. La deuxième question, elle était... Les Américains, parce que là, on vient de me dire qu'il y a les Chinois qui n'ont pas répondu, les Américains qui n'ont pas répondu, les Anglais, ils en ont peut-être deux, et on est les seuls à avoir les... Alors, les Américains... La grande question française, c'est est-ce qu'on a la capacité, non pas technologique, D'accord. Je réponds. Comment est construit un porte-avions? Alors, bien sûr, il y a la tôle à découper, il y a beaucoup d'études, il y a des plans à faire, et donc ça, il faut l'acheter. En ce qui concerne l'armement, c'est un peu différent. On ne part pas de zéro. On part, si on prend le Rafale, il est dans un état A, son appareil va le passer à l'état B, à l'état C, et voilà. En ce qui concerne les systèmes de combat, les logiciels, c'est pareil, on n'arrête pas. C'est pas parce qu'on a construit le Charles de Gaulle qu'on s'est arrêté de travailler. On continue toujours à améliorer
Et cette connaissance, on ne la perd pas, on continue à la travailler à chaque fois. Et donc, on ne perd pas la connaissance nécessaire pour concevoir ou améliorer nos systèmes. Est-ce que c'est le Charles de Gaulle que j'ai connu aux Antilles? Est-ce que c'est là? C'est le Charles de Gaulle que j'ai connu aux Antilles. Ben, je ne sais pas ce que vous avez connu aux Antilles. Le Charles de Gaulle? Ah, ben alors si c'est celui-là, oui, je réponds. Ah, mais il n'y en avait qu'un. Le Charles de Gaulle, il n'y en avait qu'un. Oui, il y en avait qu'un, c'est pour ça. Alors les deux précédents, ils sont où? Les deux précédents. Alors, il y en a un, je sais où il est. Il est au fond de l'Atlantique. Voilà. Les Brésiliens qui l'ont appelé. Le Fush, il a été vendu au Brésilien, qui est devenu le Sao Paulo. Et ce Sao Paulo, il a été utilisé parce que les Brésiliens voulaient récupérer, voulaient assurer la sécurité de toute cette partie de l'Atlantique. Et comme l'Argentine n'avait même plus de marine, eh bien, ils assuraient. Il faut savoir aussi qu'il y a des très gros problèmes de pêche. Les Japonais font le tour et ils viennent piller toutes ces zones de pêche. Aujourd'hui, ils s'appauvrissent eux-mêmes. C'est une raison pour avoir de la marine.